on n'en a pas conscience et du coup on a une vision qui est très faussée, je pense, de la réalité. Que l'éco-conception c'est un peu le but et l'ACV c'est un outil pour faire de l'éco-conception. L'idée c'est vraiment on se concentre vraiment sur la valeur rendue, la fonctionnalité du produit et autour de ça on va réfléchir à toutes les étapes du cycle de vie et tous les impacts et d'essayer de réduire ces impacts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Manufacturing Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Romain et Louise Constance et aujourd'hui nous allons parler d'éco-conception et d'ACV. Alors on a déjà fait des épisodes sur l'éco-conception et sur l'ACV, mais aujourd'hui on va essayer d'explorer un peu plus en détail ce qu'on peut faire vraiment avec tout ça. Alors Louise Constance, je te laisse te présenter rapidement pour entrer directement dans le sujet. Oui, donc je m'appelle Louise Constance Zeller, je suis ingénieure en ACV, je travaille dans un cabinet qui s'appelle Numtech et qui fait partie d'un groupe d'ingénierie qui s'appelle Fortil. Mon domaine de prédilection en ACV, ça va être... alors j'ai une bonne connaissance du secteur textile, tout ce qui est manufacturier, mais globalement, à la maîtrise de la méthode, on peut faire des ACV sur à peu près tout avec un petit peu de recherche. Et voilà, j'ai un background pas que bureau d'études ACV, j'ai bossé aussi dans l'industrie, j'ai bossé dans le retail, j'ai fait quasiment 10 ans en dehors des bureaux d'études, donc voilà, je suis pas un rat de laboratoire en bureau d'études. Une expérience assez large dans l'industrie en général, quoi, donc ça c'est assez intéressant. D'ailleurs, tu postes pas mal sur LinkedIn aussi. J'ai vu faire quelques posts et j'ai vu ton post il y a une semaine sur la victoire sur la loi. La loi anti-fast fashion qui se transforme en loi anti-ultra fast fashion. Donc bon, voilà, je reste pragmatique sur la portée de cette loi mais oui, je me sens très concernée par le secteur textile. Je suis basée à Lille, donc on a un gros historique quand même sur le textile. On a beaucoup d'entreprises locales qui ont leur siège dans la région, c'est un des plus gros employeurs et qui est vraiment dans la difficulté. Donc, et il y a aussi tous les impacts sociaux, environnementaux liés à ça. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose sur lesquels les consommateurs, vraiment tout le monde peut avoir un impact dessus. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un très gros levier sur ce secteur-là qui me tient fort à cœur. Ça, après, quand tu dis, c'est vrai que les consommateurs peuvent avoir un impact là-dessus, mais après c'est pareil partout, hein, mais finalement. C'est la législation, comme on voit là, qui aura le plus gros impact dans tous les cas, quoi. Même si, je pense pas que tout le monde puisse choisir autant que ça. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, on peut faire tout un épisode sur sur la campagne de Chine, justement, sur la mode doit être un droit et pas la mode comme un droit social, alors que pas du tout. On a complètement perdu les notions de coût environnemental et de coût réel. Du vêtement, c'est un peu comme la viande d'ailleurs, on a perdu complètement conscience du coût environnemental de la viande et du coup pour les éleveurs de la viande, c'est pas un steak, ça doit pas coûter 1 euro, quoi. Je veux dire, pour produire du lait, il y a tellement de choses à faire derrière. Faut élever une vache, faut qu'elle ait un veau, etc. Et les gens ont perdu complètement conscience de la chaîne de valeur qui est derrière les produits du quotidien. Ils ont l'impression que voilà, en un claquement de doigts, on peut le produire et que ça a 0 impact parce que ça coûte très peu cher à la fin. Et puis on le voit pas du tout en fait au final. Et on le voit pas du tout, on le connaît pas du tout. Et malheureusement, du coup, on s'habitue très vite en fait à ce que les coûts soient très bas. Sauf qu'ils sont très bas parce que c'est sur des modèles économiques délétères pour l'environnement, pour la société. Si nous on paye pas cher, c'est qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui payent à notre place. Donc oui, il y a quand même un sujet d'information et de remise en cause aussi de typiquement la mode comme un droit. Oui, faut un peu se remettre dans la fonctionnalité aussi du vêtement et arrêter d'avoir des espèces de mini tendances qui servent pas finalement à grand chose. Il y a d'autres choses dans la vie que la mode. Et l'air de rien, c'est une super introduction parce que le problème pour le médicament est encore plus discret. Parce que par exemple, une boîte de paracétamol, ça coûte 1,80 €, donc c'est à peu près le prix d'un pain au chocolat. Et entre faire du paracétamol, faire une boîte de paracétamol et un pain au chocolat, c'est vraiment différent en termes de tout, quoi. Ah oui, complètement. Il y a bon là c'est vraiment le sujet dans lequel on va être, mais
il y a la notion de fonctionnalité, de coût réel et de connaissance du coût. Mais de toute façon, on peut extrapoler sur plein de sujets. C'est pareil sur le sujet des impôts, le sujet des taxes. Si on savait à quoi servent les taxes, quel est le coût réel d'un service d'école publique, d'un service de nettoyage des routes, d'un service de plein de choses, finalement, on saurait pourquoi on paye nos impôts. Tous les coûts réels, en fait, on n'en a pas conscience, et du coup, on a une vision qui est très faussée, je pense, de la réalité. Et en effet, sur les médicaments, effectivement, on a tendance on va se dire, faut pas prendre trop de paracétamol parce que c'est pas bon pour le foie, éventuellement. Mais c'est vrai qu'on consomme ça un peu comme des Smarties et on devrait pas. Il y a vraiment une culture française sur la consommation du médicament qui est dangereuse. Le paracétamol, oui. Enfin, le paracétamol, c'est autre chose. Mais par exemple, quand tu vois il y a des énormes ordonnances qui sont probablement, qui sont justifiées, hein. Mais le fait est qu'en France, c'est pris en charge par l'État, c'est pas gratuit. Et donc, finalement, quand tu arrives, pour avoir travaillé en officine, quand tu arrives avec une ordonnance avec une dizaine de spécialités pour une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, etc., du coup, t'as vite fait, ou même du diabète, t'as vite fait d'arriver à des ordonnances qui valent 350, 400 euros par mois, hein. Et finalement, personne le sait, quoi. Et ça, c'est quand même une chance, et en même temps, justement, comme tu le dis, justement, on perçoit pas la valeur que ça vaut réellement, quoi. Oui, complètement. Et du coup, je pense que la notion d'impact qu'il y a derrière, elle est liée aussi. Il y a une question de impact versus valeur fonctionnelle et valeur économique. Et malheureusement, quand quelque chose coûte très peu cher, on a tendance à s'en ficher un peu, en fait, de l'impact environnemental, parce qu'après tout, mais en même temps, si ça coûte pas cher, c'est que peut-être. Bref, il y a une notion de perception de la réalité entre les coûts, les impacts. C'est très vrai. Alors, c'était une très bonne introduction. Lançons-nous en détail dans le sujet. Alors, on va essayer de débrouiller un peu les bases. Donc, on a dit qu'on allait parler éco-conception et ACV, analyse de cycle de vie. Alors, prenons le premier. Qu'est-ce que l'éco-conception ? Alors, est-ce qu'on commence par l'éco-conception ou l'analyse de cycle de vie ? Je te laisse. Je pense que c'est mieux de commencer par l'éco-conception, parce que l'éco-conception, c'est un peu le but, et l'ACV, c'est un outil pour faire de l'éco-conception. Donc, l'éco-conception de base, c'est un... Voilà. Ça va, j'ai bon. Jusque-là, tout va bien. C'est bon. Donc, l'éco-conception, alors, c'est pas un terme marketing du tout, hein, c'est vraiment une notion qui est normée, qui est encadrée. Globalement, ça veut dire qu'on va réfléchir dès la conception du produit ou du service à réduire les impacts environnementaux sur toutes les étapes du cycle de vie du produit, mais tout en préservant le service qui est rendu. C'est-à-dire qu'on va pas juste chercher à baisser l'impact, parce que la meilleure façon de baisser l'impact, en fait, c'est tout simplement de pas faire le produit. Voilà, l'idée, c'est vraiment on se concentre vraiment sur la valeur rendue, la fonctionnalité du produit, et autour de ça, on va réfléchir à toutes les étapes du cycle de vie et tous les impacts, et d'essayer de réduire ces impacts. Parfois, ça amène à révolutionner complètement un produit. On va en parler juste après, je pense. Et l'ACV, c'est un des moyens de faire de l'éco-conception. C'est quasiment le meilleur moyen de faire de l'éco-conception. C'est une méthode scientifique, normée. Donc, c'est encadré par la norme, notamment ISO 14040 et ISO 14044. Et globalement, on va prendre... si je prends l'exemple d'une voiture, par exemple, pour une ACV d'une voiture, on va lister toutes les étapes du cycle de vie de la voiture. Donc, il y a l'extraction des matières premières pour fabriquer, il y a la fabrication des composants, il y a l'assemblage de la voiture, il y a toute la chaîne logistique ensuite. Ensuite, on va peut-être la stocker dans des endroits. On va surtout la vendre, l'utiliser. Ça, c'est une très très grosse part de l'impact. Et puis, quand il va falloir la maintenir, il va falloir changer les pièces. Et ensuite, on va la mettre au rebut. Donc, on liste toutes ces étapes-là. Et ensuite, on va regarder dans chaque étape quels sont les flux, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Sur la fabrication, voilà, de quels composants j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de zinc? Est-ce que j'ai besoin d'acier? Est-ce que j'ai besoin d'aluminium? Dans les batteries, qu'est-ce que j'ai? J'ai du lithium, etc. Et ce qui en ressort, c'est, par exemple, je vais avoir des chutes à la production. Quand on parle de la phase d'utilisation, en entrée, on va mettre de l'essence, et puis en sortie, on va rejeter des particules. Donc il y a déjà cette première étape qui est centrale vraiment dans la CV d'inventaire des étapes et de chaque flux entrant sortant sur chaque étape. Et tout ça, en fait, on va le rentrer dans un outil
spécialisés. Alors, il y a des outils d'ACV qui existent comme les plus connus, ça va être Cimapro, OpenLCA. On va modéliser, finalement, on va recréer notre produit dans ces outils-là avec des bases de données environnementales. Donc, une des plus connues, par exemple, ça va être EcoInvent. Donc, par exemple, si on sait qu'on a besoin de 300 kilos d'acier dans notre produit, on va prendre une donnée dans la base de données qui s'appelle acier fabriqué en Europe. Voilà, on va modéliser notre produit avec ces éléments-là. C'est un peu comme un jeu de Lego, finalement. Et une fois qu'on a modélisé ça, on lance le calcul. Alors, il y a plusieurs méthodes de calcul qui existent, qui sont proposées par les outils. Et en fait, l'outil, il va concaténer tous les impacts de tous les flux, parce que lui, il sait que 1 kilo d'acier, ça vaut X impact sur le changement climatique, Y impact sur la consommation de l'eau, Z impact sur l'émission de particules fines. Et donc, l'outil va concaténer, en fait. Voilà, c'est le logiciel qui sait, en fait. C'est la base de données qui sait plus exactement. Chaque flux est associé à des facteurs d'émission sur différents impacts environnementaux. Et l'outil va venir concaténer tout ça. Et à la fin, on va avoir une vision des impacts de notre produit. Je parle bien des impacts au pluriel, parce qu'on ne va pas se concentrer uniquement sur le changement climatique. On va regarder vraiment plusieurs impacts. On peut avoir 16, 50 impacts différents qu'on peut aller venir interroger. Donc, quels sont les impacts de mon produit ? On va les qualifier, on va les quantifier et on va surtout savoir leur cause. Est-ce que la cause, c'est la fabrication ? Si c'est la fabrication, quelle pièce ? Est-ce que la cause, c'est l'utilisation ? Si c'est l'utilisation, à quelle étape de l'utilisation ? Est-ce que c'est quand je mets de l'essence dans ma voiture ? Est-ce que c'est quand je la ramène au garage et qu'il faut que je change la courroie de distribution ? Et donc vraiment, on va avoir une cartographie finalement des impacts de notre produit. Et du coup, ça va permettre de connaître les impacts et du coup de savoir quelles sont les bonnes pistes pour réduire cet impact environnemental. Du coup, tu as dit que les impacts, on peut en choisir ceux qu'on veut. Tu as dit qu'il y en avait, je sais pas, 16 ou 50. C'est pas normé, ça, finalement ? Alors oui et non. Oui, c'est normé parce que dans les méthodes, par exemple, quand tu veux faire l'affichage environnemental, quand tu veux publier une fiche PEP ou une fiche FDES, on va te dire, OK, pour la publier, il faut que tu calcules les 16 impacts environnementaux sus-nommés. Voilà. Après, ça, c'est pour faire l'affichage environnemental. Généralement, c'est normé, il y a des guides, etc. Ce qui va être important, parce qu'on ne fait pas une ACV généralement juste pour publier des résultats. L'idée, c'est de faire de l'amélioration environnementale. Et donc, l'idée, c'est de comprendre quels sont nos impacts et stratégiquement, on va en choisir parce que c'est compliqué de faire un strike et de réduire les 16 impacts d'un seul coup. Ouais. Souvent, il va falloir un petit peu choisir et ça, ce choix-là, on va le faire stratégiquement. Si je résume, on a le changement climatique. On a les impacts qui concernent plutôt la qualité de l'écosystème, donc ce qui va être l'eutrophisation de l'eau, l'acidification des sols, etc. On va avoir les impacts qui sont plutôt liés à la consommation de ressources, consommation d'eau, consommation d'énergie, consommation de matières minérales, consommation d'énergie non renouvelable, donc typiquement les énergies fossiles. Et on va avoir les impacts sur la santé humaine. Donc, alors ça, il y a plusieurs méthodes pour le calculer, mais globalement, ça va être voilà, maladie, cancer ou non. On va voir aussi, par exemple, tout ce qui est émission de particules fines. Et donc, quand on est une entreprise, on fait, voilà, je fais la CV de mon produit, je vois que mon empreinte environnementale, si je remets tout sur un système d'unité égale, je me rends compte que mon empreinte, elle est causée à 60%, par exemple, sur la consommation de ressources, à 20% sur le changement climatique, et puis le reste plutôt sur la partie écosystème. Bon, bah, typiquement, le changement climatique, même s'il arrive en deuxième position, on sait que ça reste souvent une priorité quand même pour les entreprises, ne serait-ce que pour une question de communication. Le changement climatique, ça reste un enjeu qui est bien connu, mais on va se rendre compte aussi, ah bah tiens, en fait, j'ai aussi un problème de dépendance aux ressources non renouvelables. Et du coup, il va falloir que j'aille un petit peu enquêter là-dessus parce que bon bah les ressources non renouvelables, c'est qu'à un moment donné, elles vont coûter de plus en plus cher, elles vont être de plus en plus rares, et en plus, elles causent énormément d'impact. Derrière, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Pour extraire 1 gramme d'or, il faut 1 tonne de matériaux, et puis derrière, ça multiplie les impacts sur les autres critères. Donc on ne choisit pas forcément, en tout cas la méthode, de toute façon, l'outil, lui, il nous balance les 16 indicateurs. Après, c'est dans l'analyse, qu'est-ce qu'on va faire de ça? L'analyse multicritère, c'est toujours un petit peu compliqué, ça demande un peu de savoir-faire. Ça demande de se poser les bonnes questions. Moi, en tant qu'entreprise, sur quel terrain j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui est stratégique pour moi? Et puis finalement, d'aller choisir un peu ces leviers, parce que l'éco-conception, c'est aussi une affaire de compromis. Et du coup, les impacts, ça comprend certaines limites planétaires, mais pas toutes? Oui.
Tout à fait. Il y a des limites planétaires sur lesquelles on n'a pas forcément de méthode, en tout cas pour l'instant, on n'a pas forcément de méthode de quantification. Je pense à la biodiversité, par exemple, qui a un vrai enjeu. On commence à peine à explorer là avec la conférence sur les océans, etc. On se rend compte que le sujet de la biodiversité, il est vital aussi pour nous, pour l'industrie pharmaceutique, il est vital parce que c'est aussi un réservoir de médicaments. Pour l'instant, par exemple, moi, j'ai pas d'indicateur qui me dit impact sur la biodiversité. J'ai un indicateur qui me dit impact sur l'acidification, sur l'eutrophisation des eaux, mais j'ai pas d'impact biodiversité. Ça, c'est un manque, par exemple, pour le moment dans les méthodes ACV. Heureusement, on a des doctorants, on a des chercheurs qui sont sur le sujet, mais ça, c'est une des limites, par exemple, de l'ACV. D'accord. Donc, pour l'instant, rien nous dit, voilà, ça détruit à fond la biodiversité. On peut avoir une idée, mais on peut faire des liens. Alors, on peut faire des liens parce que typiquement, quand j'ai un fort impact sur changement d'usage des sols, enfin un indicateur qui s'appelle changement d'usage des sols, globalement, ça veut dire que avant j'avais une forêt et après j'ai un champ, un parking. Bon là, typiquement, on sait que il y a un sujet sur la biodiversité. Dès qu'on a des impacts sur la qualité de l'écosystème, bien sûr, il y a aussi des impacts sur la biodiversité. Et puis, si on prend du recul, le changement climatique, bien entendu que c'est une menace énorme pour la biodiversité. Il suffit de voir les températures qu'on a aujourd'hui. Vous imaginez bien que les espèces animales n'ont pas le temps de s'adapter. Alors c'est ça qui est très intéressant par rapport entre l'ACV par exemple et le bilan carbone. Finalement, c'est que le bilan carbone va se concentrer sur un truc, donc qui va être le changement climatique finalement. Alors que l'ACV, ça va prendre en compte tout ce que le produit tout ce qu'on va regarder va pouvoir impacter, et finalement, ça va permettre de prendre des meilleures décisions, c'est ça? Alors, pour être plus exact, l'éco-conception, alors, un des principes vraiment phares de l'éco-conception, c'est les impacts environnementaux. C'est cette analyse multicritère. L'idée, c'est de pas travailler uniquement sur le changement climatique, mais de travailler d'avoir une vision quand même sur les autres indicateurs pour éviter ce qu'on appelle les transferts d'impact. L'exemple à nouveau de la voiture, ça tout le monde le connaît. On sait qu'une voiture électrique, en tout cas quand elle roule en France, on a un impact moindre sur le changement climatique puisqu'on roule à l'énergie principalement nucléaire. Par contre, on a beaucoup plus d'impact sur l'épuisement des ressources naturelles, des ressources non renouvelables, parce qu'on a de la consommation de terres rares, etc. Donc ça c'est un transfert d'impact. Donc si on regarde uniquement le CO2, comme le font les constructeurs aujourd'hui, on va se dire c'est fantastique, ma voiture a zéro émission, elle ne pollue pas du tout. C'est faux. Elle a des impacts, pas que sur le changement. Enfin, certes, elle est mieux qu'une voiture thermique sur le changement climatique. Par contre, elle a d'autres impacts. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le gérer. Je dis pas que la voiture électrique est moins bonne. Enfin, c'est pas une bonne solution. C'est une bonne solution. Mais par contre, elle vient aussi avec son lot d'impact et donc il faut quand même y regarder. Donc, l'ACV, ce qu'elle permet, c'est d'avoir cette analyse multi-indicateur. L'éco-conception, le but de l'éco-conception, c'est de prendre des décisions de conception qui règlent plusieurs indicateurs environnementaux et qui évitent, on va dire, le transfert d'impact. Et effectivement, quand on regarde uniquement l'empreinte carbone, moi, je peux pas appeler de l'éco-conception une solution qui afficherait uniquement une meilleure empreinte carbone, mais si finalement ça cache d'autres indicateurs environnementaux. Un autre gros sujet typiquement là-dessus, ça va être tout ce qui est les plastiques dits biosourcés. On se dit c'est fantastique, ou l'énergie, voilà, l'essence l'éthanol qui vient de ressources agricoles, c'est fantastique. C'est vrai que c'est mieux que du pétrole, c'est du renouvelable, sauf que en fait il y a énormément d'impact sur l'eau et lié à l'agriculture, surtout quand finalement on a fait de l'essence avec de la canne à sucre qu'on a fait pousser sur des anciennes parcelles de forêt amazonienne. C'est un peu problématique aussi. Donc voilà, il y a l'ACV, ça fait le calcul global. L'éco-conception, c'est un principe qui veut qu'on regarde plusieurs critères. D'accord. Pour grossir le trait en pharma, ça serait par exemple, pour réduire mon émission carbone, j'arrête de traiter l'eau à la fin. Donc oui, effectivement, toutes les machines qui servaient à traiter l'eau, on les arrête, donc ça fait moins d'énergie dépensée. Par contre, on rejette une tas de quantité d'eau dégueulasse, et finalement. Exactement. C'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée écologique. L'ACV et l'éco-conception, l'idée c'est vraiment d'éviter les fausses bonnes idées écologiques. Alors, on a certainement touché un peu du doigt. On a commencé à creuser comme ça, mais donc dans l'industrie pharmaceutique, quels sont un peu les enjeux environnementaux qu'on essaierait de chercher à les régler finalement
en se lançant dans une étude avec une ACV et pourquoi pas lancer des projets d'éco-conception. Alors l'industrie pharmaceutique c'est hyper particulier parce que à la fois c'est une industrie qui est très polluante, on le sait, est très consommatrice d'énergie, très consommatrice d'eau, très consommatrice de produits pétrochimiques. Il y a beaucoup de rejets, il y a même les rejets liés à quand on consomme un médicament et que tout simplement comme tout humain on va aux toilettes et on rejette plein de molécules dans les eaux qui ne sont pas filtrées en station d'épuration. Donc il y a vraiment beaucoup d'impacts liés à l'industrie pharmaceutique. L'autre aspect, c'est que le réchauffement climatique, la crise environnementale de manière générale, elle va causer plus de maladies, plus de cancers, plus d'infertilité, plus de problèmes d'allergie, etc. Et ce qui fait qu'on a d'autant plus besoin de médicaments pour pouvoir résoudre ce problème. Et enfin, l'industrie pharmaceutique, elle est aussi dépendante des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'eau claire, elle a besoin d'air pur, elle a besoin de biodiversité, elle a besoin de ressources naturelles pour aller chercher des molécules. Elle a besoin aussi qu'on laisse les virus là où ils sont, parce que y a quand même beaucoup de maladies qui sont d'origine animale, parce qu'en fait on est venu perturber un milieu naturel, et en fait on a fait exploser des zoonoses juste en allant déforester. Il me semble qu'Ebola, toutes les crises d'Ebola sont liées à des grosses contacts, des grosses coupes en fait dans la forêt. On a aussi le sujet du Covid. On n'a toujours pas statué si c'était un laboratoire ou plus vraisemblablement des problèmes d'espèces sauvages en fait qui rentrent en contact en fait avec les humains parce que à un moment donné on est venu manger sur leur territoire. Il y a le gros sujet du permafrost qui est donc toutes ces terres qui sont gelées au-dessus du cercle polaire, qui sont gelées depuis des centaines de milliers d'années, qui contiennent on ne sait pas quoi. Et en dégelant, en fait, on libère des virus qu'on ne connaît pas, que notre corps n'est pas capable de gérer. La peste noire, c'était ça aussi. Hein. La grande peste au XIIIe siècle, typiquement, c'était des rats, etc. Donc voilà, il y a quand même un gros sujet sur les sons de la nature, dans son gilet pour pas aller réveiller un peu des choses affreuses. On aurait besoin de l'industrie pharmaceutique pour la gérer. Donc il y a voilà, c'est pas une contradiction, mais il y a vraiment une concentration des enjeux sur l'industrie pharmaceutique qui est super importante. Certains pourraient dire que cette réveil de maladies arrangerait les affaires de l'industrie pharmaceutique, mais pas du tout, parce qu'en fait, ce que ça provoque, c'est une augmentation de la demande. Et finalement, l'augmentation de la demande fait que il y a que un certain nombre de médicaments que l'industrie en général est capable de produire, et on l'a très bien vu justement pendant l'épidémie de Covid-19. C'est-à-dire qu'il y a plein de médicaments qui sont tombés en rupture en même temps par l'indisponibilité de certains articles de conditionnement, de certaines matières, de personnes tout simplement, hein. Et finalement qui fait que le système de santé en lui-même et même après derrière, hein, quand on parle du système de santé en général, les hôpitaux sont surchargés, sachant que le gros du système de santé c'est maintenir ces gens qui ont besoin de traitements au quotidien pour en avoir. Donc ça fait 80%. Les 20%, c'est ce qui va être aigu versus chronique. Et quand augmente d'un coup l'aigu, il y a plus de place pour le chronique. Et puis, il faut faire des choix. Et c'est ce qu'on a vu, hein, les choix horribles des médecins entre la crise cardiaque, l'assistance respiratoire d'enfant qui a le Covid. Ça, c'est terrible. Ouais. Oh. Ah oui, non, mais je pense pas du tout à la... Enfin oui, non, il n'y a pas des vilains méchants derrière leur bureau. C'est génial, on va créer des nouvelles maladies, comme ça on va vendre des vaccins, parce qu'en fait, ne serait qu'il faudrait qu'ils soient capables de les produire, en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que toutes ces nouvelles maladies qui risquent d'arriver, on n'a pas pour l'instant les médicaments pour les produire. Et puis il y a vraiment, ce problème de continuité des soins et de continuité de la chaîne d'approvisionnement, et en fait, ça coûte énormément à l'industrie pharma. Donc oui, il y a vraiment... Enfin, sur l'industrie pharmaceutique, on se rend compte qu'il y a pas que le sujet du changement climatique. C'est un sujet qui est ultra important. On l'a vu, s'il y a un changement climatique, il y a moins d'eau, il y a moins d'électricité, parce que du coup, les barrages fonctionnent pas, et du coup, derrière, on a des ruptures d'appro. Donc, il y a vraiment une vulnérabilité, et ça, j'enjoins tes auditeurs à aller se tourner vers ta conférence. Donc, il y a un sujet sur le changement climatique, mais il y a aussi des sujets sur les autres indicateurs environnementaux, et c'est là où l'ACV et l'éco-conception ont vraiment tout leur sens dans la pharma.
Ah, c'est ça. Comme l'a dit le JIT Project, c'est 8 à 9% des émissions nationales l'industrie pharmaceutique. Mais comme tu le dis justement, effectivement, on a l'eau, quand il y en a plus, on peut plus produire. Les déchets, quand on en fait trop, on nous interdit. Enfin, c'est interdit. On peut être forcé d'interdire la production. Donc finalement, on voit que pareil, l'énergie, finalement, ça rejoint ça par contre les émissions carbone. Donc en fait, au final, on voit que l'industrie pharmaceutique peut être contrainte par tous les indicateurs dont tu as parlé dans la première partie, finalement, ça peut contraindre la production et derrière menacer l'efficacité du système de santé. Donc ça, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. C'est très intéressant, c'est pas trop bien. Pas très bien, ouais. Et donc, c'est là effectivement que l'éco-conception peut s'appliquer à tout ça. Donc, en faisant l'éco-conception, d'après ce que tu as dit, on va pouvoir estimer finalement les risques liés à la production de ce produit. Donc si on voit que le produit consomme énormément d'eau, ça va être finalement ça va être un risque. Et en fait, même au-delà d'un risque, ce qu'on va montrer, c'est probablement une dépendance, non? Oui, c'est ça. Souvent c'est quand même assez lié. En fait, quand on fait la CV, on se rend compte que on dépend tout ce dont on a besoin. En fait, déjà ne serait-ce que avant même d'avoir fait le calcul, ne serait-ce qu'à l'étape de l'inventaire, déjà on se rend compte de tout ce dont on a besoin. Il y a des entreprises qui, avant de faire l'inventaire des CV, en fait, ils n'étaient pas hyper au clair sur leur chaîne d'appro. Bon, là, déjà, ça leur a permis de se rendre compte que, en fait, j'ai pas toutes les infos sur mes produits. En fait, je sais pas exactement qui est le fournisseur de mon fournisseur, mais en fait, si ça se trouve, c'est pas du tout sécurisé. On cartographie quand même, mine de rien, son produit. Et après, au niveau des indicateurs, effectivement, il y a des notions de dépendance. Je consomme combien d'eau? Enfin, typiquement, la consommation d'eau, elle est en mètres cubes, donc c'est très réel. Ma consommation d'énergie non renouvelable, etc. Ma dépendance aux énergies non renouvelables. Dans les modèles d'ACV, on va venir différencier. Il y a des modèles énergétiques différents. Donc, si je produis en Chine, j'ai pas du tout le même mix énergétique que si je produis en France. Et donc ça, on va le voir. L'ACV le prend en compte. Donc oui, effectivement, on voit un petit peu cette dépendance. Et du coup, c'est souvent des risques, parce que quand on parle d'eau et d'énergie, clairement, on sait que dans le contexte actuel, c'est des risques pour le futur. Et donc ça permet aussi de cartographier un petit peu ce risque-là et du coup d'essayer de prendre des meilleures décisions avec l'éco-conception et de réduire cette tension. Voilà, donc c'est un bon outil aussi de décision pour ça. Donc quand on fait un ACV, d'après ce que je crois, il faut quand même être un peu un expert process, parce que vous le faites. Comment ça fonctionne en fait? Vous allez sur site et puis vous dites alors ça se fait comment? On téléphone au fournisseur, comment vous l'avez et tout. Alors ça peut se faire comme ça, oui. En fait, généralement il y a quand même beaucoup de choses. On espère que le client, que le commanditaire de l'étude connaît. On espère qu'il a quand même une petite idée de la baume de ce produit. Les mapping process pour en avoir fait plein. Ah ouais, mais ça c'est un truc impressionnant. Enfin vraiment, parfois on se dit mais vous avez pas cette information. Donc oui, déjà on espère que le client a quand même une bonne idée de sa bill of material et des différentes étapes de son produit. Alors après il y a beaucoup de données secondaires, dites secondaires, qu'on va aller chercher un peu dans la biblio. Oui, une usine de production de médicaments est peut-être pas forcément au courant de toutes les étapes d'utilisation qu'il y a derrière et des impacts liés à l'utilisation. Donc ça, il y a quand même un peu de recherche bibliographique. Heureusement qu'il y a des doctorants. Et puis après, oui, effectivement, quand on n'a pas de données primaires et qu'on a besoin de données primaires, là, on va aller chercher directement à l'usine. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Globalement, on peut faire une analyse de cycle de vie de qualité moyenne, c'est-à-dire en prenant des données qui existent déjà dans la base de données, on va arrondir, on va faire des proxys, etc. Ça, on le sait. À la fin, les résultats, on dit attention, j'ai pris quand même pas mal de données de mauvaise qualité, et si on veut affiner le résultat, il faut qu'on aille chercher telle et telle donnée. Donc oui, il y a besoin à la fois d'une déjà d'un ACViste qui sait à peu près ce qu'il fait, qui sait comment utiliser les outils, qui sait quelle méthode utiliser, qui sait se rendre compte si la qualité des données est bonne ou pas, et qui va aussi expliquer aux commanditaires de l'étude et transmettre aussi un petit peu la connaissance, parce que l'idée c'est pas que ça reste chasse gardée. Nous on fait pas ça juste pour s'amuser derrière un ordinateur à remodéliser des produits. L'idée c'est quand même que l'objectif c'est que tous ensemble on arrive à réduire notre impact. Donc il y a cette notion de transmission de la connaissance. Et puis derrière, il faut qu'il y ait le client qui sache quand même à peu près qui est ses données
propre. Nous, en l'occurrence, chez Numtech, on a la chance de faire partie d'un groupe d'ingénierie, ce qui fait qu'on a accès aussi à des données sectorielles qui sont nos collègues, qui sont ingénieurs en process. Là, par exemple, j'ai un sujet en ce moment sur le ferroviaire. Le client, l'équipementier, lui, a certaines infos qui sont de première main de chez lui. Par contre, dans son ACV, dans le système, j'ai besoin d'informations aussi sur le système de rail de la SNCF. Et heureusement, on a des collègues chez Fortil qui travaillent dedans. Et du coup, ça nous permet d'avoir ces données. Donc, il y a un peu effectivement, c'est vraiment un mix entre la connaissance sectorielle très technique du système qu'on est en train d'étudier. On va avoir besoin d'un pharmacien industriel si on travaille sur la pharmacie. Et puis on a besoin quand même de bonnes connaissances en ACV pour savoir quoi en faire finalement et faire un bon diagnostic. Du coup, ça me donne plein de questions. Juste comme ça, est-ce que tu sais les pourcentages, enfin, je sais pas, t'as une idée un peu des pourcentages de ce qui est fait en général en amont? Je sais pas, de la quantité en gros de choses qui est demandée en amont par la production des produits et en aval pour l'industrie du médicament en général. C'est trop variable, t'en sais rien. C'est hyper variable. Ça dépend vraiment de ce dont on parle et de qui a commandé l'étude. Si je suis un système hospitalier qui veut faire un appel d'offres en mettant des critères environnementaux, c'est pas vraiment les mêmes. Lui, il arrive un peu en bout de chaîne entre guillemets. Ouais. Si je suis un industriel qui fabrique une molécule, c'est pas encore pareil. Si je suis un Bayer, par exemple, qui fabrique plein de molécules, c'est encore des sujets différents. Donc ça dépend si est-ce qu'on a un sous-traitant ou est-ce qu'on est un. Ouais. En fait, oui, vu que toutes les combinaisons sont possibles, au final, il y a pas de réponse, quoi, en vrai. Oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que l'ACV, l'éco-conception, on peut le faire sur quasiment tout et n'importe quoi. Je peux le faire sur un parasol, je peux le faire sur du paracétamol, je peux le faire sur un site internet, je peux le faire sur un événement. En fait, on peut appliquer ce système-là, c'est un peu la beauté. Moi, ce que j'aime bien dans l'ACV, on peut le faire sur n'importe quoi, en fait. Donc oui, compliqué de répondre à ta question. Trop bien. Et alors, d'après ce que j'entends aussi, genre moi, là, si je me lançais dans un ACV, c'est mort, quoi. Alors, il y a une question d'outils déjà, parce que comme je l'ai dit, dans la méthode, on a besoin d'un outil, OpenLCA ou CIMAPRO ou d'autres outils. Alors, il y en a qui sont en open source, donc OpenLCA, comme son nom l'indique, c'est un outil qui est gratuit. Par contre, il tourne pas tout seul. Il a besoin de bases de données. L'outil, c'est vraiment juste le calculateur, mais derrière, il lui faut des informations. Elles sont dans les bases de données. Les bases de données, il y en a beaucoup de différentes, et souvent, elles sont payantes et elles sont assez chères. On va avoir. Alors, il y a des bases de données qui sont gratuites. Agribalis par exemple sur tout ce qui est produits agricoles, mais la plupart des bases de données techniques sont payantes. Plus elles sont techniques, plus elles sont chères. Donc déjà se lancer seul pour un produit dans une ACV, c'est généralement pas très rentable. Donc on va plutôt passer par des cabinets qui amortissent, on va dire, le coût de ces outils et le coût de ces bases de données parce qu'ils font plusieurs études. Et après il y a aussi des systèmes aujourd'hui qui se développent pour les très très grosses entreprises qui ont besoin de faire beaucoup d'ACV différentes. Un peu en mode massif et qui là vont utiliser des outils, ça se développe beaucoup en ce moment, qui utilisent un peu l'intelligence artificielle, qui viennent se plugger au système, aux ERP en fait des entreprises pour aller récupérer les données et faire les modélisations un petit peu en automatique, ce qui fait que l'ACViste il passe plus de temps à repérer, voilà, est-ce que ma qualité de données est bonne, est-ce qu'il manque là, une donnée, 1% de données sur toute ma baume, plutôt qu'à aller recommencer l'inventaire de zéro. Donc ça se développe pas mal. Voilà, la méthode elle est la même. Le moyen, il va différer selon la taille de l'entreprise. Mais c'est vrai que généralement, quand on est tout seul aux manettes, c'est pas forcément très rentable de le faire seul. Trop bien. Ah, c'est super intéressant. Mais c'est aussi du coup finalement une source intéressante de. Ouais, malheureusement, cependant, d'après ce que je comprends aussi, faire sa cartographie, ça doit être globalement tout à fait possible. Et finalement, pour commencer en tout cas, ça doit être assez intéressant de réaliser sa cartographie déjà pour avoir une bonne idée, comme tu disais, de voir de voir un peu d'où on part. Et j'imagine que ça facilite et ça peut-être allège la facture d'ailleurs. Sur la réalisation de l'ACV. De l'ACV, complètement. Si l'inventaire... Ça permet aussi de s'approprier le truc. C'est ça. Si l'inventaire est plus rapide, qu'on sait à peu près
qu'on arrive avec qu'on arrive en ACV avec déjà son inventaire qui est déjà fait, clairement on va passer moins de temps. Nous malheureusement parfois le process d'inventaire peut prendre plusieurs mois parce qu'en fait le client a pas les informations. Donc effectivement, et à la fin on est un peu obligé de dire écoutez, ça fait un peu 3 mois qu'on a commencé l'étude, c'est un peu compliqué, ça n'avance pas trop. Donc oui, et après surtout j'ai envie de dire on peut faire de l'éco. Alors, faire de la CV tout seul, c'est compliqué. Faire de l'éco-conception tout seul, ça l'est moins. C'est-à-dire que il y a quand même, si on comprend à peu près la méthode, on peut aussi se former, on peut faire des formations, etc. On fait son inventaire, on connaît à peu près, et après on fait des recherches. Il y a heureusement beaucoup d'études qui sont publiées, qui sont publiques, qui sont accessibles. On peut aller regarder un petit peu, se renseigner et quand même avoir un peu des billes. Là-dessus, typiquement, si je parle du secteur du textile, par exemple, maintenant on le sait, quels sont les impacts liés au textile, on sait quelles sont les pistes principales d'éco-conception. Donc entre guillemets, il n'y a plus qu'à appliquer. On n'est pas obligé de repartir from scratch d'une ACV. On peut déjà se renseigner un peu sur ce qui existe sur le marché et faire sa propre biblio. Donc voilà, ça dépend un peu de quoi on parle. Sur le médicament, c'est un peu plus compliqué. C'est clair que là, il n'y a pas encore beaucoup de données qui sont disponibles. En tout cas, elles sont très secrètes. Il y a vraiment il y a quand même une grosse notion de secret de l'industrie, tout simplement, par sécurité. Et puis les méthodes, elles sont, voilà, la pharma est pas hyper en avance sur, n'est pas un fer de lance, on va dire, sur l'éco-conception. Et donc les méthodes sont en train de se construire. Il y a, t'avais un autre intervenant que t'avais invité à tes podcasts, qui a créé un guide spécifique pour calculer l'empreinte carbone du médicament. Donc ça c'est super intéressant. Donc ça commence à se faire, mais c'est vrai que se lancer seul dans une ACV de médicaments, c'est un peu ambitieux. Ok. Et donc, j'aurais peut-être dû poser cette question un peu avant, mais imaginons que donc je suis un directeur de site où je travaille au groupe. Pourquoi, moi, ça me paraît, de par mes convictions, ça me paraît évident, mais lorsqu'on est un directeur de site ou un directeur de groupe, finalement, réaliser une ACV et se lancer dans l'éco-conception, qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va me rapporter déjà de l'argent, quoi? Ah, la fameuse question de l'argent. Bon, il y a une notion de ROI en monétaire. Il faut aussi commencer à intégrer une autre comptabilité. C'était un peu l'objectif de la CSRD, mais voilà, pas avoir qu'une comptabilité en euros, parce que sinon c'est une vision qui est assez court-termiste. Et en tout cas, si on a une comptabilité en euros, intégrer ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire le coût des impacts environnementaux, le coût pour la société. Mais c'est vrai que après, ça on sait les estimer, ça. Enfin, c'est un. Alors, je ne sais pas exactement répondre précisément à ta question. Je pense que sur certains secteurs, on est capable de le faire. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties qui mesurent l'impact financier pour la sécurité sociale de la qualité de l'air et des pics de pollution qu'on a, etc. Ça a un énorme impact sur la sécurité sociale. Ça coûte très très cher. En fait, ce qui se passe, la situation d'aujourd'hui, c'est que finalement, on privatise les bénéfices, mais on nationalise les coûts. C'est un peu le problème. Je crois qu'il y a une genre d'étude pour les pesticides, effectivement. J'ai vu ça passer plus d'une fois. Ouais. C'est ça. Donc bon, ça c'est vraiment une question globale, mais c'est vrai que bon, quand on est industriel, on a quand même envie d'avoir ses propres sous. C'est un peu compliqué. Là, c'est vrai qu'il y a aussi un changement de mentalité à opérer. Mais en attendant, faire une ACV, faire de l'éco-conception, ça permet, comme on l'a dit déjà, de cartographier ces risques, de comprendre où est-ce qu'on est vulnérable et de faire de la projection dans les années à venir, surtout dans un contexte de réchauffement climatique, de baisse de la biodiversité, etc. Il y a vraiment une notion de projection dans l'avenir et de connaître aujourd'hui ces impacts, surtout que typiquement dans l'industrie pharma, tout prend énormément de temps. Et du coup, en fait, si on se bouge pas maintenant, dans 10 ans, on sera encore dans la même situation, mais sauf que dans 10 ans, le climat et le contexte géopolitique et tout aura changé, et du coup, il y a un risque vraiment de survie de l'industrie par rapport à cette évolution. Donc, c'est hyper important de se mettre à jour là-dessus. Plus prosaïquement, l'éco-conception, c'est aussi un moyen de faire de l'innovation. Parce que l'idée, c'est pas seulement de s'arrêter à juste améliorer mon produit. Encore une fois, optimiser mon produit comme d'habitude, mais finalement le rendre parfois un peu plus c'est optimisé généralement et moins c'est robuste. Mais aussi d'aller regarder, finalement se reposer sur la question de la fonction de mon produit
Et en fait, peut-être que pour rendre cette fonction-là, j'ai d'autres moyens. Et donc ça, l'éco-conception, elle permet d'avoir cette innovation-là, de se reposer la question de la fonction et de tout re-questionner et peut-être de trouver d'autres moyens de faire. J'ai un exemple aussi sur, alors je crois que c'était sur l'ibuprofène, donc j'ai récupéré une étude, une d'empreinte carbone sur l'ibuprofène, et en fait, selon le mode, il y a plusieurs façons de faire de l'ibuprofène. Et en fait, l'empreinte de l'ibuprofène, elle peut aller du simple au double selon la voie qu'on emprunte. Parce que, en fait, il y a une notion d'intensité énergétique des process. Et bon, là, typiquement, c'est hyper prosaïque. L'énergie, c'est de l'argent. Et là, voilà, le choix, il est assez facile à faire dans ce cas-là. Après ça, c'est Après ça, pour la forme pharmaceutique, je dirais que c'est plutôt à destination, par exemple, des hôpitaux. Enfin, de mon point de vue, c'est plutôt à destination des hôpitaux, où quand t'as le choix entre telle forme pharmaceutique qui implique du verre, où le patient il est conscient, il peut prendre un comprimé. C'est là où le choix après pour le bilan carbone de l'hôpital, c'est pas mal. Mais par contre, ce que tu disais justement sur l'avantage de l'ACV, moi je vois vraiment l'ACV comme une espèce de boule de cristal du futur. C'est-à-dire que tu fais une ACV sur tes produits et finalement ça t'ouvre un peu une perspective sur qu'est-ce qui va me manquer dans le futur ou qu'est-ce qui va me tomber dessus dans le futur qui va m'empêcher de pouvoir produire mon produit, quoi. Et finalement, en le faisant dès maintenant, et comme tu l'as extrêmement justement dit, c'est-à-dire que les change control pour changer de matière, voire de contenant, ça peut prendre 3 ans, peut-être même plus avec les études de stabilité, quoi. Donc, en le faisant dès maintenant, on prend un avantage concurrentiel important. Et ça c'est juste un avantage concurrentiel, mais finalement c'est aussi juste un avantage de survie par rapport justement à l'environnement fluctuant qui arrive sur nous, quoi. Et donc faire un ACV maintenant, c'est un peu un ticket pour pouvoir survivre plus tard. Alors par contre, c'est là où on va un peu discuter, mais c'est c'est justement c'est ce qu'on essaie de dire depuis le départ. L'ACV, qu'est-ce que ça va te donner qui va pouvoir t'orienter sur tes choix pour justement faire de l'éco-conception. En fait, c'est ça qui me fait marrer, c'est que tout le monde présente ces termes en disant ouais, c'est un truc encore d'écolo, quoi, qui me rapporte rien. En vrai, c'est complètement faux, quoi. Enfin, c'est un très bon moyen en fait, rien que le process de le faire, c'est déjà un énorme moyen de bien mieux connaître en fait sa chaîne d'appro, bien mieux connaître son process, ses dépendances. Donc effectivement, c'est un super moyen de prise de décision et qui va au-delà. En fait, je pense pas que, il y a aucun client qui vient faire une ACV pour sauver les ours polaires. À un moment donné, là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment à un moment donné, j'ai conscience que, j'espère que les entreprises prennent conscience de ça. La question du changement climatique, c'est pas seulement de la, il y a vraiment une notion de survie. Il y a une notion de survie de notre système économique. Il y a une question de survie de notre mode de vie, alors qui doit lui aussi fortement évoluer. Ça, tout le monde vous le dira. Et en fait, on peut pas faire du business as usual. C'est terminé en fait. Mais là, on le voit. Je pense que cet été, avec les pics de chaleur qu'on a déjà, alors qu'on est mi-juin, et le fait d'avoir déjà des pics à 37 degrés, je pense que les gens n'ont jamais vu ça. Et là, on se rend compte en fait ce que c'est que le changement climatique. Et c'est vraiment, c'est dangereux. Et il y a un problème sur la dépendance de l'eau, la pression géopolitique aussi. Ça, il faut vraiment y penser. Et comment dire, il y a de la projection du Shift Project, justement. Ils font justement des projections là-dessus à l'avenir avec les tensions géopolitiques qui vont arriver avec le changement climatique. On le voit déjà avec Trump. Avec on essaie de s'accaparer un peu les terres qui pourraient nous servir plus tard, le Groenland, le Canada, etc. Parce qu'on sait qu'on pourra en avoir besoin plus tard. Donc tout va se tendre. Et en fait, savoir dès aujourd'hui de quoi on dépend. Parce qu'il faut pas se leurrer, dans 10 ans, dans 15 ans. Je pense pas qu'on pourra faire du business comme aujourd'hui. Ah oui, la mondialisation, le libre-échange, tout va bien. Non, en fait, il va y avoir de plus en plus de tensions et sur les ressources. Et donc, il va y avoir des allocations aussi de ressources, des arbitrages qui vont être faits, parfois par les États. En plus, on se dirige quand même vers des États de plus en plus dans le contrôle, de moins en moins de démocratie. Alors, quand c'est plus libéral pour les entreprises, c'est avantageux, mais à un moment donné, il y a des pays, c'est déjà arrivé, qui ont dû dire, en fait, on n'a plus assez d'eau, donc en fait, on coupe le robinet sur les usines, quoi, parce que c'est nécessaire.
terminé. Et donc oui, c'est effectivement alors, l'ACV comme boule de cristal. Si on la fait bien, si on a des bonnes données, de bonne qualité, etc. Parce que faut quand même que le modèle il soit fiable. Il y a une question de robustesse aussi sur certains indicateurs. Il y a des indicateurs qui sont plus robustes que d'autres. Et puis la CV, ça reste, c'est des impacts potentiels. On n'est pas sur les impacts directs. On n'a pas, par exemple, c'est pas local. Quand on parle de consommation d'eau, c'est consommation d'eau au global. Mais il n'y a pas forcément de consommer de l'eau quand on est en Érythrée, c'est pas la même chose que consommer de l'eau quand on est en Norvège. Donc ça, la CV le dit pas. Il y a pas cette notion, on va dire, de localisation exactement des risques et des impacts. Ça, faut aller un peu plus loin. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de bons CVistes pour. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ça va. Voilà, si tu vois que dans ton process, il consomme des centaines de milliers de litres d'eau. Et que tu sais que dans ton secteur t'es dans le Var ou que ça sent pas bon quoi, tu sais que là il va peut-être falloir, une de tes priorités en tout cas, c'est de travailler sur ton indépendance en eau quoi. Complètement. L'étude dont je te parlais tout à l'heure sur l'ibuprofène, alors donc justement dans l'étude elle était vraiment sur ce qu'on appelle le cradle to gate, donc c'est-à-dire vraiment jusqu'à la sortie de l'usine, et c'était sur la même molécule de paracétamol dans un comprimé. On n'est pas sur une comparaison sur le mode d'administration. Et là, il y avait plusieurs process. Enfin, il y avait un process sur une usine aux États-Unis, une usine en Inde, une usine en Chine, et on avait vraiment l'intensité énergétique du process qui était très différente selon les usines dans lesquelles on était, parce qu'il y avait des usines qui faisaient plus d'étapes, donc ça consomme plus d'énergie. Et quand on voit que finalement mon process en Inde, il consomme 2 fois plus d'énergie que celui aux USA. En Inde, quels sont mes risques par rapport à la production d'énergie ? Et en fait, c'est beaucoup plus risqué. C'est-à-dire que j'ai un process qui, à la fois, est plus consommateur en énergie dans un pays où l'énergie est plus moins stable. Moins stable, c'est ça. Donc, parce que en Inde, on a beaucoup de charbon. Parfois, il y a tellement de pollution de l'air qu'on est obligé de couper les centrales et arrêter de brûler du charbon pour que les gens puissent à peu près respirer. C'est ballot. En Inde, il y a un problème aussi sur l'électricité, justement, c'est l'eau qui refroidit les centrales nucléaires. C'est quelques centrales nucléaires et du coup, ils ont d'énormes baisses de production à cause justement du manque d'eau qui permet de refroidir les centrales. Ah oui, non, c'est tout. Même en France, on a ce problème-là. C'est déjà en France, on a ce problème-là. Alors effectivement, en Inde, c'est encore pire. Et j'aimerais revenir sur un truc très intéressant que tu as dit, c'est cette notion d'arbitrage. Et surtout dans l'industrie pharmaceutique aussi, on a tendance à privilégier les processus les plus rentables, donc ceux qui rapportent le plus d'argent. Mais finalement, dans le futur, si on y pense, lorsqu'il y aura des arbitrages et des allocations de ressources, qui aura les ressources? Eh bien, c'est ceux-là qui auront les médicaments, qui auront les MITM, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Parce que c'est ceux-là dont on a besoin. Donc si dès maintenant tu commences à te débarrasser de tes processus qui sont moins rentables, mais d'ailleurs qui sont plus difficiles à gérer parce que justement c'est des MITM et que du coup il faut du stock et il y a plus de contraintes dessus justement parce qu'ils sont intérêt thérapeutique majeur. Eh bien en fait tu fermes la porte dans le futur à justement cette espèce d'aide et de protection et d'arbitrage pour ton site. Qui te donneront tout ça quoi. Et enfin qui te donneront en fait ces avantages et cette aide. Oui, si on résume, je pense qu'on a vu cette conversation. Voilà, si je suis un fabricant, le Viagra c'est hyper rentable, donc finalement je ne produis plus que ça. Je pense que le jour où il y aura un arbitrage à faire entre une usine qui produit, qui fait du Viagra et une usine qui fait des médicaments qui sont absolument nécessaires pour plein de malades, des antibiotiques, ou les diabétiques, etc. Où il y a beaucoup plus il y a une notion de vitalité. Oui, clairement. L'arbitrage sera facile à faire entre guillemets et effectivement tu risques plus de voir ton usine fermer en fait. Donc je pense que il faut quand même se préparer à avoir un peu plus d'interventionnisme des États, même s'ils se disent libéraux, etc. Parce qu'à un moment donné, on aura tellement de tensions sur des choses qui sont tellement vitales. Quand on parle de l'eau, c'est l'eau pour faire pousser de la nourriture. Je veux dire, on peut pas les euros, ça ne se mange pas. Donc, ou même pour les boire, quoi. Enfin, un jour, si tu ouvres ton robinet et qu'il n'y a rien qui coule, c'est... Ouais, non, mais complètement. Mais on le voit déjà aujourd'hui. J'avais vu un reportage comme ça en Afrique du Sud ou sur la ville du Cap où, on demande aux gens de pas se laver les cheveux parce qu'en fait, ça consomme trop d'eau.
Et du coup, c'est mal vu. Ça devient mal vu en fait d'avoir les cheveux trop propres, parce que du coup, je dis, donc, c'est un peu comme avoir une pelouse trop verte et enfin voilà. Donc va y avoir de l'interventionnisme de l'État parce qu'à un moment donné, ce sera une question de survie de la population. Les États sont pas bêtes, même des États non démocratiques. À un moment donné, quand les gens ont faim, et ils vont pas se laisser faire. On l'a vu dans toutes les révolutions, ça a toujours été comme ça. Donc oui, il faut se préparer à ça. Il y a des tensions géopolitiques, il y a une politique de l'environnement qui est de plus en plus présente. Et quoi qu'en disent les Trump et autres climato-sceptiques, à un moment donné, la ressource, l'eau, c'est l'eau. Et qu'on croit ou pas en changement climatique, si elle est plus là, c'est un fait. Donc oui, effectivement, pas se faire berner, entre guillemets, pas rentrer trop dans le panneau du court-termisme et ça c'est beaucoup plus rentable, donc je vais me focaliser là-dessus et je vais abandonner d'autres productions parce que demain, le marché peut changer, quoi. Donc maintenant, est-ce que, pour rentrer un peu dans le concret, est-ce que tu aurais un exemple justement d'ACV et éco-conception à un truc que t'as un projet qui a un rapport avec la pharma que t'as fait ou bien quoi? Alors j'avais plusieurs idées à te présenter, mais je pense que je vais parler. Si on veut rester un petit peu dans le secteur du pharma, il y avait cette bouteille. Donc c'est pour la production de médicaments, de biomédicaments, de production cellulaire. Et donc c'était une bouteille de culture cellulaire qui vient remplacer en fait des flacons qui sont normalement en polystyrène. Et qui sont juste des petits flacons avec une surface plane, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, qui sont empilables, et puis voilà, on met le liquide dedans, on les met dans un incubateur, on les empile, et puis ça fait de la culture cellulaire. Et là, l'entreprise a conçu en fait une bouteille qui est donc c'est en impression 3D. En fait, c'est un peu une structure fractale à l'intérieur, c'est-à-dire on multiplie énormément la surface de culture à l'intérieur de la bouteille, un peu comme des poumons finalement, où on a dans un volume restreint, on a une surface absolument énorme. Donc eux, ils ont repris un petit peu ce concept-là, puisque finalement, ce qui compte, l'unité fonctionnelle dans la culture cellulaire, c'est la surface de culture cellulaire. C'est pas le volume de la bouteille, c'est la surface à l'intérieur. Parce que les cellules se développent que sur des surfaces solides. Oui, c'est ça. Et du coup, la bouteille, finalement, elle permet avec... alors, je crois que la bouteille, par exemple, pour 10 000 cm² de surface, la bouteille pesait dans les 800 grammes, quelque chose comme ça. Et alors que la solution de référence, la solution classique que tout le monde utilise, pour atteindre cette unité fonctionnelle de 10 000 cm² de surface, ça pesait 3,6 kg. Et donc forcément, là, on se rend bien compte que en fait, j'ai moins de matière, mais parce que j'ai changé mon processus de fabrication, j'ai un usage qui est beaucoup plus intéressant, parce qu'en plus ça prend moins de place aussi dans les incubateurs, donc je consomme moins de ressources pour la fabrication, je consomme aussi moins de ressources dans l'utilisation, puisque je prends moins de place dans les incubateurs, donc ramener... il y a besoin de moins chauffer ou de moins réguler en tout cas. On voit bien, je mets plus de bouteilles dans mon incubateur, donc j'optimise plus cette ressource-là. Et donc ça, c'est un sujet qui est intéressant. Ce que j'ai fait remonter à l'entreprise qui commercialise donc ça, ce produit. Juste avant d'être là, ils ont trouvé cette solution justement en se posant la question. Ok, on utilise énormément de polystyrène pour nos bouteilles. Enfin, les gens utilisent énormément de polystyrène pour nos bouteilles. Quelle solution on pourrait trouver pour utiliser moins de polystyrène? Bing, faire une bouteille avec finalement une surface énorme concentrée dans un tout petit volume. C'est ça. Et ça, c'est ce qui est ressorti. L'idée, c'était de se démarquer. En fait, l'entreprise, donc, elle s'appelle Green Elephant. L'idée, c'est de se démarquer parce qu'en fait, eux, ils sont spécialisés du coup là-dedans. Alors, il faut aussi le mentionner. Là où eux mettent beaucoup la communication, c'est sur le fait que leur bouteille, elle est faite en PLA. Donc, c'est un plastique qui est issu de l'amidon de maïs. Et donc, c'est considéré comme étant en tout cas de leur point de vue sur la partie impact carbone, effectivement c'est mieux que du polystyrène parce il y a moins de ressources de fossiles. Derrière le truc, c'est qu'il y a aussi des impacts qui sont liés à la culture du maïs, surtout ça dépend de où est-ce qu'on le cultive. Typiquement un maïs qui est cultivé au Brésil, il n'a pas exactement le même impact qu'un maïs qui est cultivé en Allemagne. Et donc il faut faire attention. Là typiquement c'est là où l'analyse multicritère elle est hyper importante parce qu'il faut pas se tromper de combat non plus. C'est-à-dire que faire du PLA mais au final, sans savoir d'où vient son maïs, et en fait causer plein d'impacts sur la déforestation, l'utilisation d'eau, la pollution des sols, etc. Ça vaut pas le coup entre guillemets, même si on a réduit l'impact sur le changement climatique. Donc là, typiquement, il y aurait eu un transfert d'impact. Donc ça,
Voilà, c'est un produit que j'ai étudié un peu dans le cadre d'un benchmark et c'est très intéressant, moi je trouve, surtout sur cette notion d'impression 3D et de volume à l'intérieur qui est, dans un volume contenu, on a une surface qui est décuplée et c'est vraiment ça qui est super intéressant, je trouve, plus que l'utilisation de PLA à la place du polystyrène, parce qu'en fait, voilà, rien qu'avec cette réduction de matière, on réduit fortement notre impact environnemental. Et si on voulait faire mieux, le PLA, ça peut être une solution si on a un maïs qui est cultivé dans des conditions correctes. Et cette entreprise est venue te voir en demandant, est-ce que tu peux nous mettre nous faire une étude qui démontrerait la supériorité de notre solution face aux solutions, chiffrer en tout cas la supériorité de notre solution face aux solutions classiques. Alors, pas exactement. En fait, cette entreprise, donc c'est un fournisseur d'une filiale, de collègues qui sont de système C qui sont dans la biotech. Je faisais un benchmark justement sur les solutions d'éco-conception dans le secteur de la biotech. Et du coup, c'était tombé. Donc moi, je suis rentrée un petit peu dans le détail ils ont publié sur leur site leur rapport d'empreinte environnementale. Ils font de la communication sur leur site sur ce produit-là. Donc moi je suis allée un peu creuser. Comme je devais présenter ce cas d'étude en conférence, du coup j'ai eu quelques échanges avec cette entreprise. Effectivement, voilà, moi je suis tombée sur un petit peu le loup. Où voilà, moi en tant qu'activiste, je connais un petit peu le sujet, donc je me dis c'est juste une empreinte carbone, mais attention, dès qu'on parle de bioplastique, avec des grands guillemets, bioplastique, de carburant, etc., faut faire très très attention d'où vient ta matière première. Et du coup, voilà, je pense qu'on va les retrouver. Je vous propose de refaire un peu l'analyse et de regarder ce que vous avez fait déjà 80% du job, et c'est déjà génial d'avoir pensé à ce système-là parce que objectivement la bouteille a un meilleur impact, une plus faible empreinte environnementale que la solution existante, mais on peut aller encore plus loin en maîtrisant sa chaîne d'appro sur le maïs. Ça, c'est stylé, ouais. Et du coup, c'est un indicateur supplémentaire qui leur ont permis encore d'améliorer finalement leur impact. C'est ce qu'on va essayer de faire. Trop bien. Et donc, tu t'es dit, tu avais un autre exemple aussi L'autre exemple, alors je vais rester relativement vague, parce que il y a quand même des notions de secret industriel, mais globalement, on a un client c'est des équipements électroniques, équipements électriques, et donc ils nous ont commandé une ACV. Alors ils voulaient déjà faire des fiches de déclaration environnementale parce que aujourd'hui il y a de plus en plus d'appels d'offres qui demandent qu'on publie les empreintes environnementales, et ça le seul moyen de le faire c'est de faire de l'ACV. Donc nous on travaille sur ces fiches là, et puis on a fait aussi Pardon ? Et c'est dans ce cas-là que tu sors ton ACV pas cher ? Alors pas exactement, c'est-à-dire que là, voilà, il y a l'ACV de base. Dans tous les cas, que tu veuilles faire de l'éco-conception ou de l'affichage environnemental, il faut passer par une ACV. Et en plus, si tu veux le faire, pour faire l'affichage environnemental, il y a une revue critique derrière. C'est-à-dire que c'est pas le cabinet qui fait sa petite popote. Parfois, en arrangeant, on n'a pas de possibilité d'arranger le client et genre il y a pas de back chiche, tu me trouves un peu moins parce qu'il faut qu'on ait le marché. Voilà, et c'est surtout que derrière, en fait, comme c'est une question de marché, il y a de la vérification externe. Donc moi, une fois que j'ai fait l'étude, je l'ai envoyé pour vérification à un vérificateur externe que nous n'avons pas payé. C'est le client qui, voilà, il n'y a pas de. Ouais, c'est compris dans le coût de la CV, la vérification par client externe, par organisme externe. Ne paye pas, c'est pas mon entreprise qui paye le vérificateur, sinon on serait jugé parti. Donc à la base, voilà, c'était pour faire ces fiches-là, et puis il y avait un produit dans sa gamme de produits sur lequel il voulait faire l'éco-conception, parce que c'est un produit qui arrivait un peu en fin de cycle de commercialisation, et puis il fallait le renouveler, et du coup, ils se sont dit, quitte à avoir payé une ACV, autant aussi faire, aller chercher un peu plus loin dans l'éco-conception et avec un peu de stratégie. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que là où intuitivement, ils s'étaient dit, on va travailler sur la coque extérieure du produit, la structure qui est lourde, qui est en acier, etc. Et on va travailler là-dessus, on va l'alléger, et ça va réduire l'impact. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que, alors oui, ça améliorait un peu l'impact, mais juste un petit peu, parce qu'en fait, la plupart des impacts sur ce produit, si on le ramène à l'unité fonctionnelle, donc c'est un produit qui produit l'énergie, qui délivre de l'énergie, le problème, ça va être plutôt sur la maintenance. Parce qu'en fait, c'est un produit qui a besoin de maintenance. Tous les 6 mois, il y a un gars qui se déplace en voiture pour aller faire 50 bornes, pour aller 50 bornes aller, 50 bornes retour, pour aller réparer, resserrer des boulons, etc. Et en fait, ça c'est un problème parce qu'au final, ramener l'unité fonctionnelle, le produit a tellement une durée de vie longue
qu'en fait cette phase de maintenance qui paraît, enfin c'est pas du tout intuitif, mais en fait ça a une grosse place. Donc comment est-ce qu'on réduit la nécessité d'avoir ces visites-là, et aussi comment est-ce que j'améliore la robustesse de mon produit, comment est-ce que je fais en sorte que les pièces de rechange soient disponibles, et comment je fais en sorte que avec un avenir avec des pics en été à 50 degrés, mon produit qui a été conçu pour résister à 35, son fonctionnement optimum, c'est à 25 degrés, est-ce qu'il va continuer de fonctionner quand on aura des pics à 50? Donc, et donc là, finalement, on a plus travaillé sur la partie maintenance, là où, à l'origine, il aurait été tout seul, il n'aurait pas fait des CV, il aurait planché sur la coque du produit. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce qu'on voit aussi que la CV, tu parlais de quel est l'intérêt pour une entreprise de faire de la CV. Justement, c'est de pas avoir faire plancher un bureau d'études pendant 3 mois sur comment réduire ma coque, alors qu'en fait le résultat en termes d'empreinte aurait pas été génial, alors que là ils vont concentrer les ressources de recherche sur cette histoire de maintenance. Ça va peut-être avoir des modifications sur leur modèle économique, mais du coup ça les fait évoluer, ça leur donne un avantage aussi. Enfin, il y a plein de choses que ça vient débloquer. Donc là, dans ce cas-là, c'est hyper intéressant de passer par une SCV dans sa démarche d'éco-conception. Trop bien. Ah, c'est vraiment intéressant, mais justement de voir ça. J'adore cette espèce de révélation stratégique que ça peut apporter avec l'étude. C'est vraiment cool. Je pense qu'on a couvert pas mal de ce que je voulais parler là-dessus. On a vraiment été, on a vraiment été dans le pratique. Est-ce que t'as un retour sur ce qui bloque l'industrie pharmaceutique? Ça t'a parlé que c'était pas un fer de lance de tout ce qui est éco-conception ACV. Alors moi j'ai pas mal d'idées de pourquoi, mais est-ce que toi t'as un peu un insight là-dessus? Ouais, il y a déjà il y a un sujet réglementaire parce que typiquement, enfin sur les pistes d'éco-conception sur le médicament, on pourrait, on a parlé des process, réduire la consommation des process, la consommation en eau, la consommation en matière, en ressources fossiles, etc. On a parlé des comment dire, avec la bouteille de culture cellulaire, il y a tout ce qui est jetable, finalement l'usage unique qui est un problème. Mais on a aussi, si on parle des médicaments qui sont délivrés en officine, il y a le problème de délivrer alors je sais plus comment ça s'appelle, la dose finalement, au lieu de donner une boîte dans laquelle il y a 2 plaquettes de paracétamol, en fait on va délivrer à l'unité. Alors j'ai plus le terme exact, mais ça c'est un vrai sujet parce qu'en fait aujourd'hui, je crois qu'il y a une étude qui a été menée, il y a peut-être 50, c'est quasiment un médicament sur 2 qui n'est pas consommé en fait, qui est acheté, qui est délivré mais qui n'est pas consommé, qui n'est pas utilisé, qui se retrouve derrière en fin de vie. Alors j'espère que les gens pensent à le ramener en pharmacie et surtout pas le jeter à la poubelle parce que derrière il y a de la pollution chimique de l'environnement. Mais surtout on se rend compte qu'on délivre on produit quasiment 2 fois trop de médicaments. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment un sujet. Et le problème, c'est que derrière ça, bien sûr qu'il y a des contraintes réglementaires, bien sûr qu'il y a des problèmes de sécurité, parce que si on a fait le choix en France d'avoir des médicaments qui sont dans des packaging inviolables, avec un numéro de série, avec de la traçabilité, etc., parce qu'on veut absolument être très très maîtrisant là-dessus, bien sûr que ça sert ça a une raison pour laquelle on fait ça. Ouais. Et on se rend compte que sur l'environnement, ça n'a pas de sens en fait. Littéralement, les médicaments, on produit 2 fois trop et on peut plus se permettre. Dans un avenir à plus 4 degrés, on peut plus se permettre de produire 2 fois trop de médicaments. Et donc là, il y a un vrai frein réglementaire qui est à lever et sur lequel il faut se pencher absolument. Il me semble que récemment, je crois qu'il y a 2 pharmaciens en France qui ont été suspendus de leur droit parce qu'ils ont fait de la délivrance à l'unité. Et donc, ils ont été suspendus de l'ordre des pharmaciens. Ils peuvent plus travailler aujourd'hui parce qu'ils ont décidé de faire ça. Et parce que ça a du sens aussi d'un point de vue environnemental. Donc ça, c'est quand même un très, très gros sujet, je pense, sur l'industrie pharma, en tout cas pour la France, pour le contexte européen. Après, un des autres freins pour le moment, c'est justement la disponibilité des données, avoir les informations, savoir quels sont les impacts, quels sont les process dans chacun de mes fournisseurs, de leurs sous-traitants, etc. Avoir cette traçabilité-là et avoir les bonnes données pour modéliser. Parce que aujourd'hui, malheureusement, dans les bases de données, il y a des données qui sont un peu vieillissantes.
où voilà, il y a un doctorant un jour qui s'est penché sur le sujet en 2005 et qui a fait des mesures, et aujourd'hui on se sert de cette donnée qui date de 2005, sauf qu'aujourd'hui les process ont vachement changé. Donc il y a quand même aussi cette contrainte de mise à jour des bases de données pour pouvoir faire des analyses qui soient quand même pertinentes. Trop bien, c'est pas mal. Mais je te rejoins là-dessus sur le gaspillage, parce que c'est vrai que finalement, quand tu peux y penser quasiment tous les jours, hein, même quand tu manges, etc. Tu imagines tout ce qui a été mis en œuvre pour apporter le comprimé dans ta main ou la nourriture dans ton assiette. Enfin, faut penser à tous ces mecs qui ont transporté, ces animaux qui ont mangé, tous ces trucs, enfin toute cette essence qui a été, enfin c'est absolument dingue. Et quand tu prends un comprimé, enfin par exemple quand t'as un traitement antibiotique où c'est sur 10 jours et puis t'as une plaquette de 12, bah t'en jettes quand même 2 à la fin, parce que du coup les antibiotiques derrière tu peux pas en prendre plus et il faut en prendre exactement la bonne quantité. Et derrière t'en as deux qui sont pas consommés et utilisés, et finalement c'est toute cette énergie qui est tous ces trucs qui ont été faits pour les faire et qui est perdu, quoi. Ah oui, non mais complètement. On a le même sujet sur alors généralement, l'emballage en fait, c'est ça le drame, c'est que l'emballage dans les médicaments, c'est très peu, en fait. Alors, on le voit tout de suite parce que nous, en tant que client, que patient, on le voit physiquement. C'est un impact qu'on voit physiquement parce qu'on a l'emballage après dans nos poubelles et on se rend compte parfois des problèmes de suremballage, etc. Donc, on a l'impression que c'est gros, sauf qu'en fait, sur l'empreinte environnementale globale d'un médicament, le packaging, c'est très, très faible. Et donc, finalement, commencer à se dire, oui, mais attends, si on sauf les flacons verts. Si on délivrait dans des petites fioles oranges comme ce qu'on voit dans les séries américaines, t'imagines, il y a quand même de l'impact lié à la fabrication de ce petit emballage. Ouais, mais en fait, quand tu mets ça en regard de l'impact qu'il a fallu pour faire la molécule et faire le comprimé, en fait, c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Donc oui, il y a vraiment il y a un très très gros sujet sur le packaging, le mode de délivrance, on va dire, des médicaments. Se pose aussi la question, alors je suis pas pharmacienne, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a des comprimés, et si je reprends le paracétamol, parce que ça parle à tout le monde, entre le comprimé sec et puis la gélule, je serais intéressée de savoir quelle est la différence d'impact environnemental entre les deux, parce que finalement c'est un mode d'administration qui est quand même très très similaire, et si on avait les gens qui peuvent pas prendre des comprimés. Parce que les gens ne veulent pas prendre des comprimés, mais quelque part, est-ce que ça vaut le coup d'avoir les deux solutions? Typiquement, si le comprimé ou si la gélule était plus impactante que le comprimé, est-ce qu'on devrait continuer d'en fabriquer autant, ou en tout cas, voilà. Le paracétamol gélule, en plus, c'est un sujet compliqué. Alors, mes informations datent d'il y a longtemps, hein, mais en fait, mettre un comprimé de 1 gramme dans une gélule, c'est super compliqué. Et il me semble qu'ils mettent des comprimés dans les gélules. Mais parce que pendant longtemps, hein, il n'y a pas eu de paracétamol en gélule parce que c'était compliqué de le faire, parce que la quantité de poudre, ça faisait des gélules trop grosses. Ah ouais. Mais bon, alors après là, voilà, ne tenez pas pour responsable, c'est pas vrai. Voilà, mais c'est assez intéressant, effectivement, t'as raison, hein, sur la rationalisation, mais encore une fois, hein, alors, est-ce que t'as un message à donner aux gens là qui nous ont écoutés depuis le début et qui disent putain, mais c'est trop compliqué, on n'y arrivera jamais, quoi. Enfin, c'est pas compliqué parce qu'il y a des alors qui dit ça, c'est compliqué. Oui, d'après ce qu'on dit, enfin, tu vois, c'est genre t'as l'impression que c'est beaucoup, mais en fait c'est pas beaucoup. Tu fais un truc alors qu'en fait ça sert à rien. Enfin, tu vois, c'est là, c'est quand même beaucoup d'informations. En fait, il y a beaucoup d'informations, puis c'est vrai qu'on est dans une vague informationnelle énorme. Bon, déjà, si vous avez trop d'informations qui vous parviennent, choisissez bien vos sources d'informations et coupez peut-être de certaines choses qui vous distraient, sans vous apporter beaucoup de valeur. Je pense que déjà peut-être c'est plus intéressant de se renseigner sur le changement climatique que de se renseigner sur Kim Kardashian. Je fais un petit tac, mais... Ça juge. Non, clairement. Enfin, les réseaux sociaux, c'est terrible. On se fatigue à regarder, à scroller comme ça et à s'abrutir complètement. Et après, effectivement, on n'a plus de place pour ingérer l'information sur le changement climatique, alors que c'est quand même le truc le plus important. Ensuite, effectivement, il faut pas là, je parle au consommateur, vraiment, à l'individu dans son mode de consommation. On peut pas être parfait, on peut pas tout connaître. On peut quand même connaître certaines choses. On peut se rendre compte que oui, typiquement consommer de saison, c'est plus important que de consommer local. Alors, je dis ça, j'espère que je froisse personne, mais on peut se renseigner, on peut s'inscrire par exemple des fresques du climat. Il y a plein de formations citoyennes. Il y a beaucoup d'informations. Donc, je pense que quand même s'informer, c'est un acte citoyen. C'est le premier acte qu'on peut faire pour savoir à peu près comment
à peu près réduire. L'important, c'est pas d'être parfait. L'important, c'est de mieux faire que ce qu'on faisait avant. Et c'est de bien faire 80% du temps, on va dire. Mais on a besoin de plein de gens imparfaits. On n'a pas besoin de 10% de gens absolument parfaits qui consomment que du céleri et qui sont absolument zéro déchet et qui ont des toilettes sèches. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de plein de gens qui font plus d'efforts que ce qui est là aujourd'hui. Ça, c'est le message, voilà, pour les particuliers qui nous écoutent. Il vaut mieux en faire un petit peu et se renseigner. C'est déjà une bonne chose. La deuxième chose, par rapport aux entreprises, comment s'y prendre quand on est face à ça, parce que on est un peu parfois tiraillé entre ses convictions d'individu et puis ensuite son métier qu'on fait dans l'entreprise. Et donc il y a aussi en parler, faire, et souvent ça vient de la base, hein. On se rend compte. Enfin moi par exemple j'ai travaillé chez Decathlon pendant quelques années. Si l'environnement et l'éco-conception est devenu un sujet chez Decathlon, c'est parce que ça a été poussé par des gens internes. Ça n'a pas été poussé par la direction au début. C'est des gens qui ont formé des groupes qui ont dit ce serait quand même bien de faire l'éco-conception. Ce serait quand même vachement bien de réduire notre impact. Et du coup qui ont commencé à former un peu des sujets. Donc il y a une BU qui s'est formée et puis qui allait voir la direction, et puis bon, ça s'est fait comme ça, mais ça vient souvent de la base. Donc engagez-vous aussi dans vos entreprises. Pour tous ceux qui sont... c'est intéressant, ça a l'air de rien. Ça, c'est un beau message. C'est vachement bien. C'est souvent beaucoup animé par la base, et les entreprises savent qu'à un moment donné, elles ont besoin de leurs employés de limiter le turnover. Et ils ont besoin, il y a quand même une notion de marque employeur, et l'éco-conception, ça peut être aussi un bon moyen de fédérer des salariés et qui vont donner vachement plus plutôt que de rester à un job qui n'a pas de sens, où ils sont désalignés, où ils vont finir par soit faire un burn-out ou de se casser en fait. Ouais, donc les rendre fiers de leurs produits, quoi. Leurs produits utiles. C'est ça, donc ça c'est super important. Ne serait-ce que pour ça, en fait, rien que ça, c'est un bénéfice pour l'entreprise en tant que marque employeur et pour réduire le turnover. Et donc vous, en tant que salarié, il y a aussi essayer de parfois s'accrocher un petit peu et savoir que ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs années pour essayer de faire bouger. Parfois c'est un petit peu les petits pas les uns après les autres. Mais j'ai tendance à dire que si tous les écolos devaient aller bosser chez Greenpeace, malheureusement c'est pas comme ça qu'on pourra faire bouger les entreprises. Donc qu'il y ait des gens écolos qui bossent dans des industries, c'est ultra important, qui fassent un peu porter leur voix pour faire changer les choses et les faire changer un peu de l'intérieur, un peu une notion de cheval de Troie là-dedans. Pour les entreprises qui veulent faire de la CV, de l'éco-conception, il y a des cabinets qui existent pour les aider là-dessus. Il y a des cabinets qui peuvent les former. Nous, on forme. Alors, on propose, de la CV, de l'éco-conception, mais aussi de la formation pour que ce soit intégré dans les entreprises et puis qu'ils sachent se débrouiller tout seul. Il y a énormément de biblios qui est accessible sur Internet, etc. Il faut se servir de la recherche. Il faut financer des doctorants pour travailler sur ces sujets-là. C'est ultra important parce que c'est eux qui font avancer les sujets. Et on a besoin de ces doctorants. Donc allez-y. Si vous devez financer des doctorants, choisissez des sujets qui sont portés sur l'environnement parce que ce sera bénéfique vraiment pour la société au global. Donc super important. Et oui, prendre conscience d'une autre comptabilité, pas que la comptabilité en euros à court terme, mais aussi le coût pour la société et in fine pour l'entreprise de la crise environnementale. Et c'est ceux qui le font maintenant qui auront un avantage plus tard. Tout à fait. Complètement. Trop bien. C'est une très, très belle conclusion que tu nous as fait là. Très très bien. Du coup, ça fait 1h15 qu'on parle. Hein. Ça va très très vite. En tout cas, je pense qu'on va conclure. Là, c'est quand même un épisode qui reste assez costaud là sur 1 heure. En tout cas, merci beaucoup d'être venu répondre à mes questions et d'avoir mis cette très bon éclairage en tout cas sur cette situation avec beaucoup de conseils pratiques, c'est top. Et puis écoute, à bientôt peut-être pour un prochain épisode. C'est moi qui te remercie en tout cas pour l'occasion qui a été donnée. Puis à bientôt j'espère pour d'autres conférences. Tu peux peut-être dire où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut te contacter. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Alors sur LinkedIn. Alors l'avantage c'est que si vous tapez Louise Constance, vous êtes sûr de me trouver. C'est facile. Et du coup je travaille chez Nimtech, qui est du coup un cabinet d'ingénierie, un cabinet d'études spécialisé en qualité de l'air et en ACV et en bilan carbone aussi. Donc on fait de la formation, on fait des études. N'hésitez pas à nous contacter. Top. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Et comme je disais, à bientôt pour un prochain épisode, une prochaine conférence. À bientôt.